Cet épisode a une distance de 10 km en partant dans le corral bleu pâle. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Ça m'arrive parfois que je parle à des gens qui sont peut-être débutants en course et je vais dire « Hey, on s'inscrit-tu à un événement? » Et la réponse est parfois du style « Pourquoi je paierais 70$ pour aller courir quand c'est gratuit? » Puis je trouve que c'est tellement obtus comme vision parce que c'est de manquer le point de toute l'organisation, tout ce que ça prend pour organiser cet événement-là. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marianne Pelcha, qui est productrice déléguée chez Gestev, qui est la compagnie derrière Je cours Québec, qui, eux, organisent des événements de course, entre autres. Mais avant d'y aller avec le sujet d'aujourd'hui, moi, j'ai une question importante pour toi, Bill. As-tu couru cette semaine? Oh oui, monsieur. Puis là, on enregistre, on est le 15 février ce soir. Et puis, ma course dont je veux te parler, c'est qu'il y a quelques jours, donc cette semaine, je suis allé courir en short parce qu'on a un hiver vraiment doux. Mon gag, c'est que j'ai mis mes shorts en laine, puis le pire, c'est que c'est vrai parce que j'ai des shorts Smartwool avec une espèce de sous-couche, si on veut, là. Mais c'est des shorts, fait que j'ai fait ma première course en short de 2024. Félicitations, Bill. C'est très cool. Je n'ai pas eu le guts encore, mais j'ai vu beaucoup de personnes courir en short la semaine dernière, d'ailleurs. Mais ceci étant dit, il faisait 7 degrés quand je suis allé. Moi, en haut de 6, normalement, j'ose les shorts. En bas de ça, non, par exemple. C'est bon. Moi, j'ai déjà un petit rhume cette semaine, fait que je pense pas que ce serait une bonne idée d'oser les shorts. Toi, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis je l'ai pas nommé sur Strava, mais j'ai eu une course qui s'appelait la Mailbox ou la boîte aux lettres Run. Parce que la SAC ont un magnifique site qui s'appelle SACLIC, mais quand tu fais tes modifications en ligne, ça fonctionne pas. Donc, j'ai dû envoyer par la poste un chèque spécimen pour mon paiement. Et je ne savais pas où était la boîte aux lettres chez moi parce que je pense que depuis 82, on n'utilise plus ça. Fait que j'ai couru toutes les rues à la recherche d'une boîte aux lettres pour finalement la trouver à 4-5 coins de rue de chez nous et continuer ma course après. Ok, une course utilitaire avec une lettre dans les mains, c'est bon. Exactement. Alors aujourd'hui, tu l'as présenté, Marianne Pelcha, qui est, je le répète, productrice déléguée chez Gestev. Et puis, elle est aussi rédactrice en chef du magazine Comag. C'est une coureuse aguerrie. Moi, j'ai eu le tournis en regardant ses exploits de course. Sur Sportstat, j'ai retrouvé des trucs qui remontaient jusqu'à 2002. Je pense que ça doit être l'année de fondation de Sportstat. Ça fait quand même plusieurs années que c'est une coureuse. Alors, bienvenue, Marianne, sur le podcast. Et puis, ma première question, évidemment, est-ce que tu as couru cette semaine? Merci d'abord à vous deux de me recevoir. Oui, j'ai couru hier matin. Alors, tu dis que je suis une coureuse aguerrie, mais ces temps-ci, je suis pas en train de faire craquer mon Strava parce que je guéris malheureusement une petite blessure. Alors, je suis allée faire un beau fractionné de 4 fois 6 minutes hier matin. Alors, que c'est sage, puis c'est le message souvent qu'on passe à nos auditeurs de respecter ces courses-là, respecter nos blessures, puis le petit pas de recul pour repartir plus vite, plus fort, justement. Fait que c'est tout à ton honneur. c'est pas facile, mais j'espère via cette pratique-là de me guérir plus vite. Premièrement, peux-tu nous parler rapidement de qu'est-ce que Je cours Québec, puis les types d'événements que vous organisez? Oui, alors Je cours Québec, c'est une série de 4 courses qui inclut le demi-marathon de Lévis, qui a lieu cette année le 4 et le 5 mai 2024. C'est la première fois qu'on va tenir l'événement sur 2 jours, là. À part une petite exception dans le cas de la COVID en 2021, là, compte tenu des contraintes sanitaires, on avait dû le tenir sur 2 jours, mais là, c'est la première fois que réellement on tient l'événement sur 2 jours. On attend plus de 7000 coureurs à cette course-là.
La deuxième, c'est la Trail du coureur des bois qui se tient à Duchesnay. C'est presque 2000 coureurs qui vont prendre les différentes épreuves, là, entre un 48 la plus longue à un 1.5 pour les enfants. Ça, c'est le 20 mai. Ensuite, on s'en va au défi des escaliers qui se passe le samedi 15 juin, qui se passe évidemment dans les escaliers de la ville de Québec. Et par la suite, ça nous amène au Marathon Bénévole de Québec, présenté par Bontelier, qui, lui, a lieu du 4 au 6 octobre prochain. Presque 12 000 coureurs, là, plus ou moins, là, qu'on attend à cette épreuve-là, à cet événement-là. Puis Je cours Québec, c'est en réalité un héritage d'une série de courses qui existait avant, qui s'appelait Courir à Québec. Pour ceux qui connaissent le début de cette série-là, c'est un monsieur Denis Terrien qui a créé ça à l'époque. Là, ça a commencé par le marathon Lévis-Québec, marathon des Deux-Rives aussi, on se souvient de ce nom-là. Puis lui a créé là, la série Je cours Québec. Puis en 2015, Gestev a fait l'acquisition de cette série de courses-là. Puis à partir de 2017, on a rebaptisé la série Courir à Québec, la série Je cours Québec. Et c'est là qu'on a mis, si on peut dire, notre petite baguette magique à nous, Gestev. On a changé entre autres l'image de marque, on a fait différents changements aux courses, des améliorations. Là, on avait un très très bon produit, mais on l'a juste amélioré encore plus puis propulsé encore plus. C'est une des questions que j'avais justement par rapport à une organisation qui est dans l'événementiel. Gestev fait beaucoup plus que juste des courses. Là, on organise de l'événement, du grand événement. Puis, je me demandais, avant de faire quelques recherches, comment une compagnie d'événementiel, avant tout, pouvait garder une vibe de communauté de coureurs, puis de créer un événement pour les coureurs. Et honnêtement, quand j'ai vu ton profil, j'ai compris. Ils ont mis une coureuse à la tête de ça, justement pour que ça parle aux coureurs, puis que ça ressemble aux coureurs. Ben, c'est sûr que ça aide beaucoup là, lorsqu'on incarne soi-même la course à pied, on connaît le sport, on connaît la communauté, on connaît ce que les coureurs aiment ou aiment moins. J'ai perdu le compte là, mais je suis probablement entre 25 à 30 marathons là, un peu partout dans le monde. Donc j'en ai vu d'autres, des plus petites distances aussi, des 5, des 10, des demi. Mais moi, comme tel, chez Gestev, je suis dans cette entreprise-là depuis maintenant 20 ans. Fait que je n'ai pas juste fait de Je cours Québec, parce que Je cours Québec, comme je le mentionnais, est arrivé là dans notre portfolio d'événements en 2015. La première édition 2016, c'était l'équipe là de Courir à Québec de Denis Terrien qui l'a réalisé. Puis en 2017, c'est nous qui avons mis notre petite baguette magique. Fait qu'avant ça, moi, j'ai tout mon bagage d'événementiel, que ce soit la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, le Vélérium, la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines. On a organisé également différentes compétitions, des fois de snowboard ou de free-ski avec le snowboard de Jamboree. On s'occupe également de la baie de Beauport. Fait que c'est un peu toute l'amalgame de déjà toutes ces petites compétences-là que là, en ce moment, je prends et je canalise évidemment avec une équipe. Là, je suis pas toute seule là-dedans sur la propulsion puis la promotion de Je cours Québec. Fait que c'est un ensemble finalement de compétences et de connaissances qui m'a amené évidemment à mettre ça sur Je cours. Puis moi je dis souvent que c'est pas comme si c'était du travail, hein, on dirait que ce que je fais, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie, la pratique de la course à pied. On démocratise la course à pied. Puis je suis une coureuse moi-même, j'adore courir quand je suis pas blessée. Fait que j'ai pas l'impression de travailler là, j'ai l'impression de juste promouvoir mon beau sport que j'aime tellement depuis bien des années là. Ça ressemble à quoi? Je me dis, tu sais, une course, ça dure quelques heures, on s'entend. Ça ressemble à quoi, là, de façon macro? On va creuser par après, mais ça ressemble à quoi une année de préparation de ça ou une semaine typique? C'est-tu comme on travaille 2 semaines avant, puis le reste de l'année, on chill, ou c'est comme il y a du travail toute l'année? Ça, effectivement, c'est probablement un des plus grands mythes de l'organisation d'événements, de l'événementiel de tout ordre, là, que ce soit de l'événementiel sportif ou de l'événementiel culturel. Souvent, les gens pensent à tort que on embarque là-dessus, là, tu sais, 2-3 semaines avant le marathon, là, puis on donne un grand coup, puis ça arrive. Fait que non, on est une équipe ici chez Gestev, on est environ 50 à 60 personnes. De ça s'ajoutent des contractuels qui viennent de manière ponctuelle, et à ça s'ajoutent
des bénévoles. Dans le cas du marathon bénévole de Québec, c'est presque 2000 bénévoles qu'on a besoin pour organiser et nous épauler dans l'événement. C'est 450, 500 au demi-marathon et ainsi de suite. Fait qu'on a quand même besoin d'un certain nombre de personnes qui s'ajoutent à nous, évidemment. Fait que sur le 365 jours de l'année, on n'est pas à temps plein à travailler de 9 à 5 tout le temps sur ça. Il y a des personnes dans l'équipe de Gestev qui ont d'autres projets. Moi, je travaille sur les 4 courses de Je cours Québec, mais on a d'autres projets, comme je le disais tantôt, la baie de Beauport, ou dans quelques semaines, un événement de musique électronique à la plage d'Ambéliveau, Igloo Fest. On a un événement à la plage de la baie de Beauport qui s'appelle Cigale. Fait que, tu sais, on fait du multiprojet, là. On n'est pas toujours à temps plein sur ça, mais il y a un crescendo qui se fait. Fait que au moins là, 8 mois avant la tenue de l'événement, comme là le marathon, il y a une accélération qui se fait tranquillement en vue de l'événement. Il y a des choses qu'on peut prévoir et planifier d'avance, mais il y a d'autres choses que même si on voulait, on pourrait pas les prévoir et les planifier d'avance. L'exemple, la boîte, le sac à collation. Même si on voulait le préparer d'avance, la banane, elle serait peut-être plus bonne, là, rendue là. Fait qu'il y a des affaires qui, malheureusement, doivent attendre ou heureusement doivent attendre. Ce qui fait que la dernière semaine avant l'événement, c'est sûr que là, il y a un grand tourbillon, là. On commence à être... on est toujours très occupés, bien occupés, là, nos journées sont bien remplies, mais on sent un changement de souffle de vent là, qui nous pousse dans le dos à peu près là, 4 à 6 semaines avant la tenue d'un événement. Comme là, le demi-marathon de Lévis est dans 3 mois, mais là, tranquillement, là, on se sent là, qu'on est de plus en plus aspiré là, vers cet événement-là pour tout ce qu'il y a à prévoir. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en tant que coureur pour vous rendre la vie plus facile? Hey, ça, je l'aime, cette question-là. Et ma réponse est lire. Lire, s'il vous plaît. Le fameux guide. Lire le guide du coureur, lire les avis de course, lire les publications, lire le site web, s'il vous plaît. Tout est là. Mais je ris là, je ris de bon cœur là, mais oui, c'est vrai que ça nous aiderait parce que toute l'information, elle est là, puis vraiment là, notre équipe pour service à la clientèle là, ont une patience d'ange là pour répondre aux différentes questions. C'est vraiment là incessant là, le genre de questions qu'on peut avoir, puis on comprend. Puis tu sais, il y en a là, c'est pas tout le monde qui sont des habitués de la course à pied, qui peuvent être à leur première course, ils ont plein d'inquiétudes, ils ont plein d'insécurité, ils ont plein de petits stress, c'est correct, tu sais, on accompagne les gens, mais pour vrai, on en donne beaucoup d'informations, notre site web est complet, tout est là, prenez le temps de lire, puis vous allez avoir une belle expérience, puis mais on est très service à la clientèle. Fait qu'on en donne plus probablement que le client demande et on se crée peut-être notre propre tourbillon là-dedans, là. Mais oui, lire les infos, ça serait un bon coup de pouce pour nous aider. Très bonne idée. Pas comme moi qui lis sur son iPhone avant d'arriver. Je suis comme, voyons, où la ligne de départ? Ouais, c'est ça. Cette année, et puis ici. Ouais, c'est ça. exactement. Il y a ça aussi, hein. Des fois, on modifie les choses. Quand on vit un nouveau site aussi, comme le marathon bénévole de Québec, on a été pendant 2 ans en Haute-Ville. En 2018 et en 2019, l'événement se tenait en Haute-Ville. Puis quand on a amené l'événement à la place Jean Béliveau, là, il fallait, comme si on peut dire, rééduquer tout le monde à savoir où étaient disposées les lignes de départ, les lignes d'arrivée, les toilettes, les vestiaires, les ci, les ça. Là, tranquillement, ça va faire la 3e année qu'on est dans ces mêmes environnements-là. Là, je pense que les choses vont être plus de l'ordre du réflexe pour le coureur, puis il sait que le vestiaire se trouve à tel et tel endroit. Mais sinon, l'info est sur le site web. Super. Tu as nommé le stress de l'événement pour les coureurs, surtout pour ceux que c'est un premier. C'est vrai que c'est stressant. Puis même quand on est habitué, on arrive il y a le stress, mais il y a toute la fébrilité aussi de ça. Surtout quand c'est un défi, que peu importe la distance, quand on prend ça comme un défi ou un premier 10, un premier demi ou un premier marathon, souvent on va être un peu, je vais dire, à côté de nos souliers, là, parce que le stress est là. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va performer? Fait que toute l'organisation logistique de où je me stationne, où je m'en vais, je suis à la bonne place, je vais-tu arriver à l'heure, c'est
c'est stressant pour Oui, le coureur. exactement. Puis ça sert à rien de s'en rajouter du stress inutile en étant trop juste, en n'ayant pas peut-être fait là, son itinéraire pour savoir où on va se stationner, combien de temps d'avance on va être sur place. C'est de se rajouter du stress inutile. Fait qu'il y en a déjà assez de fébrilité dans l'air. Moi, je donne souvent le conseil, puis c'est ma pratique personnelle. Moi, j'aime bien arriver là une grosse heure et demie avant le départ. Oui, j'apporte des vêtements supplémentaires, je suis bien au chaud. Quand je suis dans des endroits où c'est possible, ben j'ai mon conjoint qui est avec moi, puis il fait le porteur de sacs et de vêtements et tout ça. Fait que c'est ça. Ça sert à rien d'arriver trop juste puis de se mettre du stress inutile. Il y a déjà de se mettre juste dans l'ambiance du lieu en arrivant d'avance, la musique, l'animation, l'animateur, les autres coureurs, tu sais, ça fait partie de l'expérience là. C'est la course, c'est pas juste lorsqu'on franchit la ligne de départ puis après ça qu'on refranchit la ligne d'arrivée, c'est aussi aller à l'expo avant, c'est les animations, les activations qu'il y a un peu partout, les gens qui nous encouragent là. Fait faut en profiter. Ça. Et il y a la fin aussi. C'est pour ça que vous payez. C'était une des questions qu'on avait. C'est ça, je vais te laisser y aller, Bill. Ben, tu l'as dit en intro, Frank, tu dis, ben, pourquoi je paierais alors que je peux courir dans la rue? Là? C'est sûr que oui, tu le nommes, il y a l'ambiance, etc. Mais effectivement, il y a plein de choses aussi là, qu'on a quand on va dans un événement comme ça. Exactement. Puis il y en a des gens qui vont courir toujours dans leur quartier. Puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui a besoin de faire de la compétition ou d'avoir un dossard. Il y a pas de souci. Là. Mais lorsqu'on court depuis un certain nombre d'années, je pense qu'à un moment donné, c'est le fun de se donner un petit défi pour participer à une vraie course organisée, puis vivre cette belle ambiance-là. Puis ben ça vient avec un temps chronométré, avec un classement, avec une expérience sur le parcours, comme dans le cas du marathon Bénévole de Québec, il y a de l'animation à tous les 2 kilomètres. Fait qu'on a 20-25 animations sur le parcours. Il y a également tous les points d'eau qui sont à peu près à toutes les 2,5 à 3 kilomètres. Ça, ben lorsqu'on court tout seul dans son quartier, ben on n'a pas ce service aux coureurs là. Fait que c'est ça tout l'emballage qui vaut le prix de l'événement. On a également un expo, fait qu'avant la course, avant de prendre son départ, ben on peut aussi aller s'immerger à l'expo avec les kiosques, les exposants, on a des conférences. Fait que tout ça fait partie là de pourquoi on organise des événements. Puis nous, chez Gestev, on a toujours le souci de oui, organiser une course à pied, mais en réalité, c'est un événement qu'on veut organiser. Il y a comme une nuance là entre organiser, entre guillemets, une simple course et un événement. On aime ça rajouter la petite affaire ici et là pour emballer tout ça, des estrades pour les accompagnateurs, la famille, les amis quand ils attendent leur coureur, des points de chaleur pour pas avoir froid avant ou après sa course. Il y a plein de choses là qui font tout l'emballage d'un bel événement de course à pied. Tu as parlé des animations aux 2 kilomètres et ça, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'événement, ce n'est vraiment pas à minimiser. On dit, ouais, mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui joue de la musique, je suis en train de courir. Oh que oui, vous avez besoin de quelqu'un qui vous distrait pendant que vous souffrez. Ce temps-là où on entend la musique un peu de loin, ah, qu'est-ce que c'est? Là, tu le vois, ah, c'est cool, il y a des échasses, il y a des dragons chinois, whatever ce que c'est. Ça distrait l'esprit, puis pendant ce temps-là, on a beaucoup moins mal. Ouais. Ça oui, compte, exactement. Ça. Surtout, des fois, à certains endroits, sur un parcours de 42 km, là, ça peut faire la petite différence, le petit push, comme lorsqu'il y a des gens qui nous encouragent le long du parcours, mais des animations. Puis ça, c'est une grande fierté aussi là qu'on a d'en mettre autant sur nos parcours. On travaille aussi en collaboration avec certains quartiers, donc certaines sociétés de développement économique, les SDC, pour les amener à animer les rues. Quand on passe sur la rue Saint-Vallier, par exemple, dans le quartier Saint-Sauveur, ben la SDC du coin a embarqué dans l'aventure depuis quelques années. S'il y en a qui ont déjà fait notre course à ce moment-là, ils faisaient des lancers de pétales de rose. Les photos sont écœurantes, c'est de toute beauté. L'année passée, il y avait un DJ live, ils remettaient des petits biscuits pour les accompagnateurs, la famille et tout qui étaient dans le coin. Fait que, tu sais, nous on met en place l'événement des animations, mais aussi on invite la population puis les gens à aussi participer à la fête. Tu sais, c'est ça l'objectif un peu de
d'un marathon, là, vous êtes peut-être déjà allé à Boston ou ailleurs, mais tu sais, les gens, cette fin de semaine-là, là, c'est nulle part ailleurs là, qui s'en vont. Ils s'en vont pas au chalet ou à la campagne, ils restent en pleine ville de Boston pour encourager les marathoniens. Ça devient une grande fête, les gens sortent avec leur café, leur jus d'orange, puis fait que c'est ça qu'on veut faire aussi avec le Marathon de Québec, c'est d'en faire en sorte que c'est une grande fête de l'activité physique, du sport. On veut que ça sente le chou-clac partout dans la ville, puis que les gens ne voient pas ça comme une intrusion à leur petit quotidien, là, le fait qu'on monopolise les rues, mais plutôt comme une grande fête. Je trouve ça cool, tu dises que ça soit pas vu comme une intrusion, parce qu'il y a des villes, il y a certains marathons qu'on le sent vraiment que les gens sont contents qu'on soit là, on se sent accueillis. D'autres villes comme la mienne, qu'on dirait qu'on dérange tout le monde, là, je pense que s'il y avait du monde qui pouvait mettre des bombes pour pouvoir passer plus vite, il le ferait. J'exagère, là, mais on sent vraiment une hargne à Montréal contre le marathon. Je le sens personnellement, c'est mon opinion. Mais je trouve que c'est un beau segue vers, justement, on parle de créer l'ambiance, mais maintenant, il y a aussi, dans le prix du billet, il y a toute l'organisation, puis j'aimerais ça que tu nous parles, tu sais, il faut définir le parcours, la sécurité, les points médicaux, justement les ravitaux, tu sais, comme toute cette espèce de logistique-là, comment qu'on s'y prend. Après, il y a des fermetures de rue, on s'entend, tu fais ton parcours, là, finalement, la rue va être fermée, il faut que tu le détournes, mais que tu arrives quand même à 42 km. Comment, tu sais, ça ressemble à quoi tout ça, dans le fond? Dans nos équipes, on a 3 grands départements. Il y a les ventes et commandites, évidemment, qui vont nous chercher, entre autres, les commanditaires, les partenaires, qui sont essentiels à l'organisation de notre événement. Ensuite, il y a l'équipe de communication marketing, qui font la promotion et la publicité de notre événement. Et il y a toute l'équipe de production logistique. C'est dans cette équipe-là, évidemment, que l'aspect plus sportif leur incombe. Puis quand on développe un nouveau parcours, comme par exemple le parcours du Marathon Beneva de Québec, qui est à sa deuxième mouture, donc on a eu l'édition, comme je disais tantôt, de 2018-2019, puis il n'y a pas eu de marathon là, en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. Puis en 2022, compte tenu des travaux préparatoires et des futurs chantiers de construction du tramway, on nous a demandé de revoir notre parcours pour faire en sorte que, là, à ce moment-là, il y avait une vraie perspective d'un tramway. Là, je sais pas si ça va toujours avoir lieu, mais en tout cas, à l'époque, il y avait une vraie perspective de tramway. Puis, fallait faire en sorte que notre parcours, dans les zones où ça allait être affecté par le passage du tramway, qu'on évite ces zones-là, pour faire en sorte qu'on développe un parcours le plus immuable possible, qu'on soit pas à chaque année à refaire un nouveau parcours, parce que c'est quand même un travail colossal pour nous comme organisation, mais on travaille aussi avec la ville. Fait qu'autour de la table, il y a le bureau des grands événements, si on parle là, de la ville de Québec, là, c'est vraiment eux qui chapeautent tous les événements qui ont lieu sur leur territoire. Il y a la police, il y a les travaux publics. Fait qu'il y a plein d'entités là, qui ont un peu leur droit de regard sur le parcours, puis ça se travaille à plusieurs têtes, à plusieurs mains. Fait qu'en 2022, on a eu à refaire presque 50% du parcours. Fait qu'il y a une première tâche qui est faite, une première étape qui est faite par nous à l'interne. Tu sais, on connaît grosso modo, parce que ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, quelles sont les considérations de la ville, de faire en sorte, entre autres, qu'il n'y ait pas d'enclave. Qu'on enclave, entre autres, à côté des hôpitaux, à côté des casernes, ce genre d'affaires-là. Après ça, il y a la couche aussi de faire en sorte le plus possible, mais la prémisse de base du Marathon Beneva de Québec, c'est d'en faire un parcours carte postale. Alors, nous, c'est sûr que, comme des fois je dis en riant, on pourrait s'en aller dans le fin fond d'un parc industriel puis virer en rond pendant 42 km, mais c'est pas la philosophie puis la prémisse de base puis l'ADN du Marathon de Québec. On veut que ça soit un parcours carte postale. Fait que ça, là, on avait ça dans notre tête aussi, de faire en sorte de rallier les plus beaux quartiers, les plus beaux atouts, les plus beaux attraits de la ville. Fait que ça, c'est une autre considération à regarder, là, à mettre nos petits points sur la carte, puis à dire, par où on passe sans créer d'entrave. Après ça, la topographie de la ville de Québec fait en sorte que, à un moment donné, il y a une montée.
et il y a une descente, si on veut amener les gens en Haute-Ville. Puis, par souci sportif, on fait en sorte que cette montée-là, elle soit pas au 32e kilomètre. Hein? On va essayer de la faire plus tôt. C'est gentil, ça! C'est gentil, ça, c'est ça. On a, et mini parenthèse, il y a le nouveau parcours qu'on a fait, donc, avec les travaux du tramway, on a changé à 2 reprises l'emplacement de la montée. Puis là, maintenant, sur le 42, est à peu près au 12 à 14e kilomètre. Là. Fait qu'elle était vraiment un bel endroit. Il y avait une autre édition avant qu'elle était un petit peu plus tard, mais là, à ce moment-là, elle était un bon moment dans le parcours. Fait que ça, on considère ça, tu sais. Après ça, il y a les autres entraves, genre un chemin de fer. Bon, est-ce qu'il y a un chemin de fer est-ce qu'il y a un train qui pourrait passer? Est-ce qu'on peut s'accommoder avec le CN pour dire, retenez votre horaire cette journée-là? Le port de Québec, il y a des croisières qui ont souvent lieu à l'automne, fait qu'il y a beaucoup de bateaux de croisière et évidemment beaucoup de touristes. Fait que comment on cohabite? On est super content d'avoir accès à des belles rues en tant que coureur puis de monopoliser, mais en même temps, la vie continue. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Fait qu'il y a un peu toutes ces couches-là qui sont dans notre tête quand on fait notre parcours. Puis là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 itérations de tout ça. Puis là, il y en a une qui nous paraît, qui nous plaît davantage, puis c'est celle qu'on dit, mais c'est elle qu'on va aller présenter au bureau des grands événements, que je disais, à la ville, pour dire, celle-là, on aimerait ça qu'elle passe de manière plus approfondie sous votre loupe à vous. Puis là, c'est là qu'il y a d'autres analyses là qui se font, un petit peu plus techniques. De ça vient découler un plan de circulation, parce qu'on est là, mais la vie continue, comme je disais tout à l'heure, fait qu'il y a des fermetures de rue, modifications à la circulation, fait que ça, c'est pris en ligne de compte, puis c'est planifié. Puis, après quelques modifications, il y a les chantiers de construction aussi, j'allais l'oublier. Ça peut nous pendre au bout du nez jusqu'à l'avant-veille de l'événement. La plupart du temps, la liste des travaux publics et routiers est connue d'avance, mais s'il y a un bris d'aqueduc, ça se peut que ça nous prenne de court. Ça devient un triathlon. Hein? Ça devient un triathlon. Oui, c'est ça, exactement. On nage dans le bris d'aqueduc. Steeplechase. La rivière en steeplechase. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut prendre en considération ces éléments-là. Puis finalement, à la fin, on arrive à un plan qui tient la route, qui est assez solide, qui plaît. Dans le cas du marathon de Québec, moi je suis coureuse, on a d'autres là, un petit comité de coureurs aussi à qui on soumet nos versions pour avoir leurs commentaires. Ça aussi c'est super important pour avoir l'adhésion de la communauté. Dans mon cas, je suis capable de commenter pour dire non, on fera pas une montée par la côte Gilmore. Ça se fait en BSX, ça se fait pas en course à pied, ce genre de commentaires-là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme, ça se fait sur plusieurs semaines. Puis, à un moment donné, on se dit, là, il faut sortir notre parcours parce que les gens, ce qu'ils choisissent lorsqu'ils s'inscrivent, oui, ils choisissent une expérience, une organisation, une ville, un moment de l'année, mais ils choisissent aussi un parcours. Même si c'est pas tout le monde qui va faire des records du monde, les gens aiment bien voir le parcours, voir le dénivelé, etc. Fait qu'à un moment donné, on présente notre parcours. Puis là, dans le cas du parcours le marathon de Beneva de Québec, on est dans un parcours qui existe là, depuis 2 ans. Fait qu'on fait juste poursuivre avec le même parcours. Là. Des fois, il y a des petits changements ici et là, mais c'est mineur, parce que là, ça devient le parcours référence, puis on travaille avec celui-là. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour y arriver. Fait que j'imagine que justement, une fois qu'il est fixé, éprouvé, qu'on a quelque chose qui tient la route, que les gens ont une rétroaction positive, vous essayez de le garder pour quelques années. Exactement, c'est ça. Puis surtout qu'on le fait mesurer également pour être attesté par Athlétisme Canada, puis avoir un parcours qui est certifié pour différents records, juste en tant que qualification, entre autres, là, pour faire des marathons de Boston, des marathons de New York, etc. Le parcours, il est mesuré. C'est mesuré avec un outil qui s'appelle le compteur Jones, qui est un compteur d'unité, qui, lui, s'installe sur une roue de vélo.
Puis on le fait, on va calibrer notre compteur Jones pour s'assurer sur, par exemple, une ligne droite que tant d'unités donne bien 200 mètres. Puis là, on sait qu'on a la mesure étalon. Puis là, on part, puis on mesure notre parcours toujours sur la ligne la plus courte, la ligne de course, pour nous permettre d'arriver à 42,195. À ça s'ajoute un 10% de marge de manœuvre, là, dans lequel c'est comme un peu la zone de grâce qu'on a sur les distances. Avec ça, ben on a un parcours qui est approuvé, qui est certifié. J'ai-tu bien compris 10%? Ça, j'ai dit 10%, puis après ça, je me suis mis à le calculer, ça serait 1%. Ouais. 1%, c'est ça, parce que 10%, c'est 4 là, km. 46 au lieu de 42, là, tu fais plus aimer trop tôt. Un peu les... Ouais, fait que... Ouais. Et puis c'est intéressant, tu parles de la ligne la plus courte parce que dépendant, c'est sur des longues distances. Puis même cet été, au défi de la tortue, là, je sais pas si tu te souviens, François, il courait dans l'eau. Puis je te disais, c'est pour avoir sa distance la plus courte. Sur des longues distances, ça peut faire une pas pire différence. Déjà qu'il y a 1% de marge, fait qu'on parle d'un 400 mètres de plus. Puis si tu passes tout le temps dans le gros de la courbe, ben sur 42 km, tu peux te ramasser un autre 500 mètres de plus, puis finir à faire 43 km qui peut jouer sur ton temps. Oui, exactement. Je pense que c'est un réflexe aussi à développer, là. C'est une stratégie de course, en fait, en tant que coureur, de toujours regarder un petit peu plus loin pour prendre la ligne de course, comme en course automobile, pour avoir le chemin le plus court, là. Des fois, c'est surprenant... par exemple, à Ottawa, là, combien de fois, là, quand on est dans le bout, à l'autre bout de l'université, là, on est sur la promenade Colonel Bay, là, je pense, là, puis là, tout le monde est à gauche, alors que la ligne de course est à droite, puis là, je sais pas, tout le monde est parce que tout le monde est par là-bas, tout le monde s'en va par là-bas, mais alors que la ligne de course la plus rapide vers le point d'arrivée est parfaitement à droite, mais c'est ça, c'est une stratégie à avoir en tête en tant que coureur. Je vais le retenir pour cette année, mais que tout le monde soit à gauche sur Colonel Bay, Bay Drive. Je m'en vais à droite. Super. Puis au niveau tout ce qui est équipe médicale, etc., ça doit quand même être pas évident. Puis j'imagine qu'il y a des standards à respecter ou des minimums. Ouais, on travaille. À l'interne, on a une personne de chargée de projet production pour tout le volet médical. Fait que cette personne-là à l'interne développe, par exemple, le plan de mesure d'urgence. Et on travaille aussi avec 2 co-directeurs médicaux qui sont des vrais médecins dans la vie, Dr Pigeon et Dr Roberge, qui eux, c'est eux qui développent la couverture médicale de l'événement. Comme par exemple, à quel endroit on a un poste avancé sur le marathon, à peu près à 250 mètres de l'arrivée, parce que statistiquement, c'est là que malheureusement la plupart des incidents ont lieu, là ainsi qu'à l'arrivée. Fait qu'on a un poste avancé, fait que ça c'est eux qui réfléchissent à cet aménagement-là, puis à cette couverture-là. Tout comme dans le cas du marathon de Québec, on a un mini hôpital ou en tout cas une mini zone médicale avec tout ce qu'il faut pour intervenir. Il y a même en collaboration avec l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, il y a une zone aussi avec un cœur mécanique. C'est un ECMO. Ça fait en sorte que si quelqu'un avait un malaise cardiaque plus sévère, ce cœur mécanique-là met le cœur humain sur pause. Il prend la relève. Fait qu'on a ça sur place. Évidemment, avec des civières, des chaises roulantes et puis tout le matériel là, pour prendre les signes vitaux, pouvoir intervenir en cas de chaleur, des bains de glace et tout ça. Fait que ça, c'est ça. C'est avec sous les conseils des co-directeurs médicaux que notre équipe, que la chargée ou le chargé de projet du volet médical développe le plan de ces lieux-là, le plan de mesure d'urgence, le plan aussi pour toutes les secouristes et les premiers soins sur le parcours. On pense beaucoup au site d'arrivée, mais il y en a déployés sur les 42 km qui, eux, progressent en fonction du peloton. Sont toujours en équipe de 2. Il y en a qui sont à vélo, il y en a d'autres qui sont en moto. Il y en a d'autres pour le site d'arrivée qui sont évidemment à pied.
sont tous équipés de DA, là, de défibrillateurs, avec une radio qui est géolocalisée. Fait qu'on est en mesure de savoir l'équipe Alpha, Beta, Charlie est où sur le parcours, puis de donner les calls pour la déployer aux bons endroits le plus rapidement possible. Selon les règles de la fédération, on doit intervenir en 3 minutes sur un incident. Fait que notre couverture doit prévoir ça. Je l'ai vu de mes yeux, c'est assez rapide, malheureusement. À Toronto, il y a quelqu'un qui est tombé et ils ont sorti le défibrillateur. C'est impressionnant parce que, tu sais, c'est quoi les chances que je cours à côté, mais vraiment, j'ai comme juste regardé, il y avait quelqu'un à terre, j'ai regardé, puis le gars a relevé, il avait les pattes dans les mains, puis là, tu l'avais relevé, puis tout le monde s'est mis à applaudir. J'étais comme, sérieux. Puis c'était comme vraiment en début de course en plus, là, mais ça a vraiment été vite. Tu sais, comme j'ai vu le petit buggy passer, il y a comme une petite ambulance, carte de golf, là. Puis, c'est ce carte de golf qui est arrivé, puis tu sais, comme quelques secondes, j'ai même pas réalisé qu'il y avait de quoi qui se passait, qu'il l'avait déjà sauvé. Oui, c'est ça. Il faut être très... On dit toujours qu'il faut être prêt à réagir à tout. On n'espère jamais mettre en place nos plans de mesures d'urgence, mais il faut être prêt à ça. On a parlé pour être un bon coureur, de lire. Là, on vient de parler de tout ce qui est organisation. Tu sais, on voit qu'il y a beaucoup d'organisations, autant médicales, autant de la ville, de tout ça. Mais on t'a soulevé un point tantôt que tu avais besoin de 2000 bénévoles pour Québec. Comment qu'on organise ça? Parce que juste envoyer un courriel à 2000 personnes, ça peut être compliqué, je veux dire. Bien, d'abord, lorsqu'on démarre notre recrutement, ce recrutement-là, il se fait ensuite via une plateforme de gestion là, de ressources humaines comme ça. Fait que les gens, lorsqu'ils s'inscrivent pour être bénévoles, ben là, ils sélectionnent leur type d'assignation, le type de poste, leur disponibilité, leur heure et tout. Fait que ça facilite quand même beaucoup la chose parce qu'il y a une personnalisation qui est faite pour, par exemple, les bénévoles qui sont à la remise de dossards. Ben là, toute cette gang-là, je dis n'importe quoi, on en a besoin de 100. Mais là, eux autres, ils ont déjà, lorsqu'on leur communique leur assignation, ben ils reçoivent leur horaire bien précis avec les informations relatives, leur responsable sur le terrain, à quel endroit arriver, etc. Puis c'est comme ça pour tous les postes, que ce soit les postes signaleurs, les postes des points de ravitaillement, les postes de l'arrivée, les postes du podium. Tu sais, on a différents postes pour lesquels les bénévoles appliquent. Mes collègues à la gestion des bénévoles, je leur dois vraiment toute mon admiration là parce qu'ils gèrent 2000 personnes là, fait que c'est admirable, ils ont une vocation. Il y a une personne responsable, il y en a deux autres qui viennent comme on peut dire à temps partiel, fait qu'ils sont 3 à se relayer, à accueillir ces gens-là, à leur donner leur assignation, répondre à leurs questions, leur lunch, leur collation, etc. Fait qu'on a un lieu là, dans le cas du marathon Bénévoles de Québec, on a un lieu pour les accueillir qui est le pavillon de la jeunesse, fait que c'est là que ça se passe. Ça c'est pour les bénévoles qui viennent à proximité du site de départ et d'arrivée, mais il y en a d'autres bénévoles des fois qu'on voit même pas parce que eux sont sur le parcours comme signaleur au coin d'une rue pour faire la sécurité puis rediriger par exemple le trafic. Fait que eux sont associés avec un responsable qui, ce responsable-là, a un superviseur de zone. Fait que l'ensemble du 42 km est divisé en zones, puis chaque zone a un ou plusieurs responsables qui, eux, ont plusieurs bénévoles. Fait que c'est un travail de recrutement colossal. On a le bonheur et la chance chez Gestev, comme on organise plusieurs événements, mais d'avoir une belle grosse base de données et on prend très 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 soin de nos de nos bénévoles, fait qu'ils reviennent d'année en année. Mais c'est sûr que on peut pas tenir nos événements sans eux là. On a vraiment besoin de leur souci. Puis il y en a qui reviennent, comme je dis, d'année en année, on les reconnaît. Il y a une petite dame là, elle a peut-être 86 ans là, la petite madame Céline là. Elle est toujours avec moi au départ là, c'est là qu'on la met, c'est sa zone de confort, je l'ai pas loin, je la surveille, tu sais.
Mais la petite Madame Céline, là, on y donne son petit bonheur social, son petit bonheur actif. Là, c'est de toute beauté. Là, je caricature un petit peu, là, peut-être cette personne-là, là, mais c'est ça, il y a des petits, des moyens, des grands, des jeunes et des moins jeunes, des groupes aussi. Il y a beaucoup de groupes qui viennent, entre autres, pour faire des levées de fonds parce qu'on leur donne une rémunération en échange d'un certain nombre d'heures de bénévolat. Fait qu'il y en a soit des groupes scouts ou des groupes qui partent pour un voyage humanitaire ou des choses comme ça. Fait que, mais oui, les bénévoles, c'est une pierre très, très angulaire de notre organisation. Fait que j'ajouterais là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, qui ont une fin de semaine de lousse, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça fait longtemps que je veux m'impliquer, je l'ai pas fait, mais inscrivez-vous comme bénévole, de voir l'autre côté aussi. Surtout quand on est coureur, ça doit être le fun. Je vois les gens, là, on le voit ceux qui courent, qui sont là parce qu'ils aiment la course. Exactement. Des fois, c'est pas la course que nous, on veut courir, mais pourquoi pas la faire en tant que bénévole? C'est une belle manière comme on dit, de voir les dessous de l'histoire. Puis, quand on encourage quelqu'un, ben pourquoi pas être bénévole aussi, faire les deux. On vient pour encourager son chum, sa blonde, mais on fait un signaleur également au coin d'une rue, puis on fait les deux en même temps. C'est ça, exactement. Tant qu'à aller voir, c'est une très bonne idée. L'ouverture de nos inscriptions pour les bénévoles, ça s'en vient, là, faut surveiller ça sur nos médias sociaux. Je pense que c'est dans une semaine. Fait que l'invitation est lancée. Super, on mettra le lien aussi vers la page d'inscription dans les notes d'épisode. Ouais, jecoursquebec.com, ça tout passe par là, puis il y a une section bénévole. Super. Puis, tu dit, on prend bien soin de nos bénévoles. Fait que j'étais un petit peu curieux d'entendre... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'abord, évidemment, ils sont nourris durant notre séjour avec nous. Fait qu'on leur fournit des beaux lunchs le matin, le midi et le soir si ça s'applique. Ils reçoivent des vêtements de l'organisation, des vêtements un t-shirt, un boff, une casquette ou etc. On a chaque année un party de reconnaissance pour les bénévoles où est-ce qu'on fait tirer plein de beaux prix avec un beau menu, un beau repas avec de la musique, de la danse, toutes sortes de tirages et de concours. Fait que puis durant toute l'année, ben on garde des communications avec eux. Fait que on envoie des infolettes, des petits messages, des souhaits de bonne fête, d'anniversaire ou tout. Fait que on les invite des fois qu'on fait des ententes avec les remparts qui font partie de notre organisation. Bon, on fait des soirées spéciales pour les bénévoles, puis on donne des billets pour les remparts à tout le monde. Plein de petites attentions comme ça. Quand on a des billets de spectacle, des fois on a des billets de spectacle là, pour le Centre Vidéotron ou nos autres lieux de diffusion. Fait que des fois on fait un appel à tous en disant on a tant de billets de spectacle à donner, manifestez-vous, chers bénévoles. Ah mais c'est gentil, ça c'est vraiment cool. Moi je veux vraiment féliciter les bénévoles, puis tu l'as dit Marianne, c'est important pour la tenue d'un événement, mais moi quand j'en vois, je les remercie toujours quand je cours, parce que je me dis cette personne-là, ça fait peut-être 4 heures qu'elle est sur le coin d'une rue, puis qu'elle est comme yes, let's go, lâche pas. Puis j'ai l'impression qu'elle me donne 100% de son énergie alors que ça fait 4 heures qu'elle fait ça puis qu'elle fait juste dire ça à tout le monde. Mais c'est encourageant puis c'est super gratifiant de se faire dire ça par quelqu'un, ça booste. Mais je me dis, ces personnes-là là, sont vraiment, vraiment dévouées. Là. Oui, puis il fait 4 heures qu'ils sont là. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, des fois, il pleut. Fait que l'année passée, lors du défi des escaliers, il y a plu toute la journée. Toute la journée, mais tous les bénévoles étaient là. Aucun no-show. Wow! Ça en dit long sur votre événement, là. Bill, toi, c'est après 4 heures, mais moi, ça fait plus que 4 heures quand je pense. J'aimerais ça, c'est un petit peu hors sujet, mais tu as parlé de l'événement, le défi des escaliers. Ça ressemble à quoi? Ah, ben là, il faut venir le faire. Ah, ben oui. Bon. Je vais envoyer Bill, il me dira si c'était le fun. S'il revient en vie, je vais y aller l'année d'après. Alors, le défi des escaliers, une particularité de la Ville de Québec, il y a une haute et une basse ville. Entre les deux, il y a des escaliers. Il y a probablement une bonne quarantaine d'escaliers qui fait tout le pourtour là, de la ville. Alors, l'idée du défi des escaliers, le point de départ, c'est le parc de l'Esplanade. Il y a un 4 km qui est une nouveauté cette année, un 9 km, un 14 km et un 19 km. Puis, dans chacune de ces épreuves-là, distances-là, on fait le tour de la ville en montant et en descendant les escaliers et en courant des bouts sur la rue. Fait qu'on n'est pas toujours là, monte-descend dans les escaliers, mais fait qu'on fait le tour de la ville, puis il y a un escalier qu'on va prendre en descendant. Oups, là, on arrive en bas, on court un bout, on arrive à l'autre, on le reprend en montant, on monte en haut, on le redescend, etc.
Fait que c'est une particularité de la Ville de Québec d'avoir ces escaliers-là. Je trouve que c'est une très belle idée, très belle création là de Denis Thérian d'avoir pensé d'utiliser ça puis de mettre ça en valeur. C'est pas un parcours qui est hermétique, c'est-à-dire donc on court avec les citoyens, avec les autos, avec les vélos, tout ça. Fait qu'on reste sur les trottoirs, faut faire attention à soi lors de cette course-là. Fait que tu sais, il y en a qui malgré tout là se donnent le défi de courir très très vite, mais tu sais ça enlève un peu l'aspect de compétition en ce sens là. Puis c'est une très très belle manière de découvrir la ville. À chaque année, j'ai des gens qui le font pour la première fois, comme toi peut-être cette année, et qui me disent wow, j'habite la Ville de Québec puis je viens de découvrir des endroits que je connaissais pas du tout. Je suis passée dans une petite ruelle, j'ai vu un graffiti, j'ai vu une murale de ceci, une fresque de cela. Je savais pas du tout, c'est donc ben beau, donc ben hot. Puis les gens des fois ils se prennent au jeu de le refaire quelques fois durant l'année, durant l'été, parce que évidemment le parcours est disponible en tout temps, en quelque sorte. Fait que c'est un très beau défi, c'est différent, c'est un mélange de course à pied d'endurance puis un mélange de musculaire. Ben, tu m'as convaincu. Bon, ça parfait, me tente super. d'essayer ça. J'attends ton inscription. Ce que j'aimerais encore plus, super, je vais aller m'inscrire sur le site. Ce que j'aimerais encore plus, ça serait un parcours serpent-échelle. Fait que parlez-en à Gestev. Fait que si on pouvait mettre des glissades dans ceux des qui descendent. endroits. Ouais. Fait que là, on redescend. Ça serait hot. Commandité par Red Bull. Ouais. On descend en patin. Ouais, c'est ça. Reprendre le concept du Red Bull Crash Test. Façon course à pied. Mais moi, j'ai une autre suggestion pour l'événement, puis on en a parlé dans un autre épisode où Coach Frank voulait être non seulement un lapin de cadence, mais lui, il dit « Moi, je vais être le funny bunny », un peu à l'image du Pays du Bonheur. Il n'y a pas de temps sur sa pancarte. Il est là pour avoir du fun puis distraire les gens. Un funny bunny. C'est bon, c'est une bonne idée. Qui est indirectement le rôle d'un lapin. Oui, c'est de maintenir un certain temps, une certaine allure, mais il doit faire le divertissement, le petit coach, le psychologue, puis tout le kit. Fait que, ouais, un beau défi d'être lapin de cadence. Par rapport on a parlé oui, les bénévoles, tout ce que vous nous offrez. Au niveau des coureurs, il y a quand même aussi beaucoup d'inclusion, que ce soit des fois les chandails, médailles, etc. Puis, il y a comme, je pense, un peu deux écoles de pensée. Moi, je vais dire, moi, je tripe sur les belles médailles, puis j'en ai une là, sur mon bureau, puis j'aime ça, je la regarde de temps en temps. Mais il y a aussi toute la mouvance développement durable, on se dit, bon, OK, c'est-tu vraiment utile, pas utile, les déchets que ça génère. C'est quoi la vision dans vos événements, justement, pour inclure une portion développement durable? Fait que sur l'ensemble des 4 courses de Jockey au Québec, il y en a certaines qu'on a fait le choix, puis on a pris la décision de retirer la médaille. En l'occurrence, la trail du coureur des bois qui est à Duchesnay. Fait que dans ce cas-ci, il n'y a pas de médaille à proprement parler, mais on remet quand même un item en guise de médaille. Puis là, depuis quelques années, notre concept, c'est de remettre on a déjà remis une pousse d'arbre, on a déjà remis des plants de basilic, des plants de persil. Fait qu'on y va évidemment parce que c'est un événement qui se passe dans la nature. On est d'autant plus conscient là, de notre aspect éco-responsabilité et environnement. Fait qu'on dirait que ça allait de soi pour nous là, de dire ben on enlève la médaille à cet événement-là, puis on offre quelque chose qui est plus en lien avec l'esprit de pérennité puis de développement durable, avec quelque chose qui peut continuer dans notre jardin ou dans notre petite plate-bande par la suite. Fait que puis ça a été très bien reçu, c'est bien reçu. On a fait ce changement-là, ce mouvement-là, puis les gens y ont adhéré. Sur nos autres courses, on conserve encore la médaille traditionnelle, mais ce qu'on offre comme option aux gens, c'est de la décliner s'ils le souhaitent lors de l'inscription. Et la valeur de la médaille, ben on vient la compenser avec la bourse écologique là, carbone scolaire. Fait que les gens, s'ils ne veulent pas l'avoir parce que cette médaille-là est moins significative pour eux, ben ils font tout simplement la décliner.
On a posé la question, on a fait des sondages, on fait d'ailleurs des sondages après chacun de nos événements pour prendre le pouls. Et il semble y avoir un attachement, comme tu le disais, là, avec la médaille. Là. Il y a sûrement une étude sociologique à faire là-dessus. On est des organisateurs d'événements là, qu'on se parle à tous les mois. On a une table ronde, puis la question de la médaille revient de temps à autre, puis tout le monde dit un peu la même chose. On dirait que vouloir l'enlever, on se ferait tirer des tomates. Fait que, tu sais, bref. Fait que cette manière-là de la faire en sorte que les gens peuvent la décliner, ben ça appartient à chacun, s'ils veulent la conserver ou pas. Puis nous, on compense pour la valeur. On fait la même chose avec le chandail de participation. Le chandail de participation, il est inclus dans l'ensemble de nos courses. Ce n'est pas un add-on, mais il est inclus avec l'inscription. Mais si la personne veut le décliner, le veut pas, elle le refuse, ben elle a un rabais de 5 ou 6 $ là, en échange de ne pas avoir pris le chandail. J'ai quelqu'un qui aime être pertinent ici. On a-tu une idée de chiffre? Là, ça n'a pas besoin d'être précis, mais quelle proportion refuse la médaille versus de... Oui, alors entre la médaille et le chandail, faut pas que je me mange mes chiffres, là, c'est ça, c'est 10 et 20%. Fait que c'est 20% des gens qui déclinent la médaille pour 10% des gens qui déclinent le chandail. Les gens préfèrent le chandail parce qu'il est plus utilitaire, il est dur dans la vie. On fait des beaux chandails aussi. On a une belle ligne de vêtements Joko Québec. Notre design, il est beau, il est créatif, tout ça. Fait que je pense que les gens, dans ce sens-là, puis on a une belle qualité de produit aussi. Fait que un t-shirt en coton pour faire de la peinture, non, mais là, c'est des beaux chandails techniques avec des beaux visuels, fait que les gens l'aiment. Fait que c'est ça à peu près le ratio là, il y a plus de monde qui décline évidemment la médaille, qui décline le chandail, mais c'est pas encore c'est pas des grandes masses de personnes, mais tranquillement, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire, puis on pourra s'en parler dans quelques années, peut-être que ce comportement-là va avoir changé, mais à suivre. C'est encore marginal dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'en même temps, dépendant, puis tu sais, ça dépend de la course. Là. C'est sûr, comme ton premier marathon, tu vas avoir ta médaille, ça serait plate de ne pas avoir ta médaille de ton premier marathon. Exactement. Puis la première personne qui court un 5, c'est pas un 5, c'est pas parce que c'est un 5 que ça fait pas de médaille. Là. Pour quelqu'un, ça peut être son marathon à elle ou à lui. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est propre à chacun. Il y a chacun des fois une histoire de pourquoi on court ou ce qu'on a vécu, tout ça. Fait que, bref, les médailles sont là, encore. Mais en fait, je ne faisais pas de discrimination aux distances plus courtes. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, comme, il y a des événements, comme tu dis. Je cours au Québec parce que mon père l'a fait. Ben, tu sais, t'as peut-être plus envie de garder cette médaille-là que, je sais pas, Ville-Saint-Laurent au mois d'avril. Oui, à cause de Ville-Saint-Laurent. Parlant de médailles, moi, ça me fait penser à une anecdote que je suis sûr que plein de monde ont vécu. Quand on est dans un environnement, une famille de non-coureurs, on va faire une course, on vient avec la médaille. Première question, c'est « As-tu gagné? » Moi, je réponds « Oui ». Ma réponse, c'est « Oui, j'ai gagné ». C'est parfait. C'est bien correct. Je réponds la même chose. Je gagne à chaque fois que je sors courir. Voilà. That's it. On a parlé sommairement tantôt des imprévus, puis moi j'en ai deux là, récents qui me viennent en tête. Là. Le marathon de Montréal 2017 qui a été annulé à cause de la canicule, il faisait vraiment trop chaud, ou l'Ironman de Tremblant cet été qui, à cause du smog, à cause des feux de forêt, à 5 minutes du départ, les gens étaient sur la plage, puis on callé off parce que c'était irrespirable pour les athlètes. C'était la meilleure décision à prendre pour la santé des athlètes. Mais peux-tu nous parler, est-ce qu'il y a un imprévu particulier qui te vient en tête? Tu dis, oh, ça a été toute une gestion à faire. J'ai touché du bois en quelque sorte. On dirait qu'il n'y en a pas là, de concret récent qui me viennent. Ça nous est arrivé, à ce moment-là, c'était pas GSF qui gérait les courses de courir à Québec, mais en 2013, si ma mémoire est bonne, le marathon, la distance 42 km, avait été annulé à cause d'un ouragan quelconque. Là. Fait que, tu sais, c'est des situations qui peuvent arriver. Fait que nous, notre rôle en tant qu'organisateur, ben, c'est de faire des plans de contingence sur tout. Fait que il faut sortir l'ensemble de notre gestion de risques qui peuvent arriver.
dans le cas d'un marathon qui se passe en octobre, ben il pourrait y avoir de la neige, il pourrait y avoir du gel au sol. Fait qu'il faut faire le tour des si, puis avoir un plan de contingence pour chacun pour pouvoir être réactif. On a aussi une cellule de crise qu'on appelle qui se divise en différents morceaux pour avoir des gens qui font de l'anticipation d'une situation, d'autres qui sont là dans l'action de la résolution de la situation, d'autres qui sont plus dans la communication de la situation. Fait que on a des manières, des outils de travail pour faire en sorte à gérer une situation particulière. Puis on essaie de faire en sorte qu'elles ne s'avèrent jamais, là. Fait qu'il faut les prévoir, les planifier, mais qu'elles ne s'avèrent jamais. Ça nous est déjà arrivé dans le cas de, je pense qu'il y a 2 ans, il y avait un camion de livraison qui s'est retrouvé sur le parcours au moment du parcours. On l'a su suffisamment d'avance pour être capable de, avec une escorte policière, le faire sortir de là. Ni vu ni connu, les coureurs sont passés après, il n'y a pas personne qui s'en est rendu compte. Mais quand on est dans le cas du marathon, là, on a un centre de coordination qui voit le 42 km. Autour de la table, il y a les gens de la police, des pompiers, des travaux publics, etc. Fait que on est capable d'avoir une vue sur tout. Fait que c'est grâce à cette équipe-là, à ce moment-là, qu'on a vu le camion de livraison, puis là, on a été capable de le faire sortir, puis tout est beau. Il y a pas personne qui s'en est rendu compte, mais c'est ça. Il y a une petite gestion de crise à faire rapidement comme ça. Quand Amazon Prime te promet dimanche avant 8 heures, c'est pas un marathon qu'ils vont s'arrêter. Ouais, exact. Mais je trouve ça vraiment... ça dépasse mon imaginaire. Je trouve ça cool de penser que pour un événement, il y a des gens, une cellule de crise qui prévoit, qui font des scénarios, comme tout le comité. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations, mais ça, c'est vraiment un plan de contingence pour chacun des scénarios possibles. Bref, je trouve ça vraiment intéressant de penser qu'il y a des gens qui pensent à tout ça, comment qu'on communique ça, comment qu'on opère sur le terrain et tout, si ça arrive. Fait que, bravo. Juste comme, ça dépasse. C'est quasiment du James Bond. ouais, c'est ça. C'est de faire le tour de l'événement, de tout ce qui peut se passer, puis qu'il faut être réactif à la chose. C'est un peu ça aussi l'événementiel en général. Hein, c'est un peu une pièce de théâtre où il arrive assurément plein de choses à chaque fois, mais si les participants le voient pas puis l'expérience est bonne, tant mieux. Là. C'est que l'anecdote du camion de livraison est le meilleur exemple. Tu dis, ben OK, il a été déplacé à temps, les gens ont passé, personne s'en est rendu compte. Là. C'est ça. C'est ça la magie de l'événement. Oui, la magie, exactement. Il y a tout un déploiement aussi qui se fait... on n'a pas parlé, là, mais aux petites heures du matin, là, tu sais, un marathon, comme ça s'installe la journée même. C'est pas comme un événement dans un amphithéâtre ou dans un site fermé, où est-ce qu'on a pu prendre plusieurs jours, plusieurs semaines à s'installer, à monter les estrades, l'arche de départ, l'arche d'arrivée, le parcours, les clôtures. Là, dans le cas d'un marathon, ben la veille, on n'était pas là. Puis l'après-midi même, on sera plus là. Fait que ça se passe vraiment là, en un très court laps de temps. Puis ça, c'est vraiment magique, là, ce ballet-là, parce que c'est une véritable chorégraphie. Tout le matériel est préparé. On loue un espace, parce que notre entrepôt, il est à Château-Richer, là, fait que c'est un peu loin faire Château-Richer, Québec. Fait qu'on loue un espace plus proche ici à Québec. Tout le matériel est préparé dans des palettes, identifié, numéroté. Et chacun va dans un cube bien précis. Chaque chauffeur de cube avec un manœuvre part le matin avec son itinéraire bien précis pour aller déposer le matériel. Fait que le matériel, ça peut être les tables pour le ravitaillement, les verres d'eau, les poudres de Gatorade, les tentes 10 par 10 pop-up. La ville en fait une partie, là, évidemment, tout ce qui s'appelle clôture, fermeture de rue, cône et tout, c'est eux qui le font le matin même. Mais c'est un ballet là qui s'exécute le matin à 4 heures du matin quand on se rend au centre de coordination puis on voit les camions partir là. C'est ça. Puis on n'a pas de marge de manœuvre, hein. On peut pas dire attends, le con n'est pas là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a cette équipe là au centre de coordination qui a un peu les yeux partout.
s'asseoir dans cet espace-là. Malheureusement, on peut pas faire ça, on peut pas offrir cette expérience-là au grand public, mais c'est fascinant là, l'information qu'il y a dans les têtes des gens là. Faut que je le mentionne pour lever mon chapeau à cette personne-là parce que malheureusement elle a décidé de quitter l'organisation, mais ma collègue Alexandra Moisan, machine de guerre là, toute l'information qui est dans sa tête là. Au compte près, à la clôture près, pour couvrir 42 km. Fait que c'est assez fascinant. Puis oui, c'est impressionnant parce que, comme j'étais allé à Toronto, puis j'étais allé sur le site du départ la veille au soir, puis il y avait de la construction. J'ai dit, écoute, c'est pas ici, genre, il doit y avoir comme, j'ai de la mauvaise information, ça se peut pas. Puis le lendemain, j'étais arrivé, il y avait quasiment 1 kilomètre de toilettes chimiques, là, tout était là. Ouais. Mais la veille, je passais à 10 heures le soir, puis il y avait comme, sincèrement, c'était comme dur à croire qu'il allait avoir un marathon là, le lendemain. Là. Ouais. Je voyais même pas les clôtures. Ouais, exactement, ça se fait aux petites heures du matin. Les fournisseurs, là, les toilettes, les clôtures, tout ça, tout le monde. Puis l'après-midi même, mais ou quasiment, on est tous remballés, le balai est passé, puis... Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. C'est fascinant parce que ça part tôt dans une journée, les marathons. Là. C'est pas, on part pas à 10h30 l'après-midi, dans l'avant-midi. Ça fait une courte nuit. Fait que de 4 heures, je trouve que ça donne vraiment pas une grosse marge de manœuvre. Je m'attendais à ce que vous commenciez plus vers minuit, 1h. Fait que de 4 à 6 peut-être, tout est installé, ça veut dire. Ouais, le départ du marathon, l'année passée, il était à 8h25, là, okay. Mais ça nous donne à peine là, quelques heures de turnaround. C'est fascinant. Ouais. Ah ouais, il y a plein de petites abeilles qui sont au poste le matin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre où on n'est pas allé, que tu as envie de nous partager, ou ça fait pas mal le tour de ce que c'est l'organisation? Je pourrais vous en parler longtemps, comme vous voyez. Là, on a fait une belle course de 59 minutes ensemble. Ou à peu près, mais c'est sûr que si vous me partez, je peux vous en parler longtemps. J'adore la course à pied, j'adore l'événementiel, je suis là-dedans depuis 20 ans, mais je pense que ça vous dresse un bon portrait de l'organisation, de qu'est-ce qui est fait dans le décor, comment ça s'exécute sur le terrain. Puis notre récompense, c'est d'aller se mettre près de la ligne d'arrivée, puis d'avoir les frissons. Puis la petite émotion dans le fond de la gorge lorsqu'on voit les gens arriver, qui pour certains qui ont relevé un défi là gigantesque, pour tout le monde est fier de soi. Là, juste d'aller là en tant qu'organisateur après une courte nuit, puis d'aller accueillir les gens, c'est ça notre récompense. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis c'est pour ça qu'on aime cette vocation là. J'avoue que ça doit être grisant cette journée-là pour toi quand ça fait des mois que tu es là-dedans, puis de voir là, le feu dans les yeux des gens, puis voir toute l'équipe justement qui est mobilisée, puis que... Ouais, c'est une belle équipe. On a vraiment la chance d'avoir des belles équipes, des gens qui sont engagés. On n'a pas un horaire standard là, 9 à 5, là, puis on n'a pas 2 semaines de vacances en plein été. C'est dans ce temps-là qu'on organise nos événements. Fait qu'il faut avoir une forme de vocation, aimer ce qu'on fait, puis... aimer cette belle grande folie-là. On parle de grisance, de bénévolat. J'aimerais comme juste raconter une anecdote. Je me suis ramassé First Man International. Je savais même pas que ça existait sur le 10 km d'Ottawa. C'était vraiment cool. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils te mettent ça à la ligne, puis il faut que tu arrêtes le premier non-canadien qui rentre, puis que tu l'escortes parce que lui doit faire des tests antidopage et toute la patente. Un chaperon. En gros, j'ai comme attrapé le gars au vol quand il est arrivé à la ligne d'arrivée, puis j'ai dit viens-t'en avec moi. Puis là, il fallait pas qu'il boive d'eau. S'il buvait d'eau, il fallait que j'y fournisse. Je pense que c'était tout un défi. Mais d'être sur la ligne puis de voir ces gens-là arriver, parce que moi, je le cours d'habitude, je suis pas dans l'organisation. Puis tu sais, je voyais tout le monde qui se préparait, les walkie-talkies, puis on pense que ça va être lui, d'après moi, c'est lui. Tu sais, comme tout ça, c'était vraiment grisant à faire. Puis fait que je peux imaginer qu'en plus, ça fait des mois de travail pour arriver à ça, ça doit être juste fou raide. Ouais, on en reçoit une belle satisfaction. Donc, je le rappelle, Je cours Québec organise 4 courses par année. On a le demi-marathon de Lévis, le Trail du coureur des bois, le défi des escaliers, auquel Coach Frank va s'inscrire cette année. On a entendu ça dans les ondes.
et finalement la grande épreuve du Marathon de Québec à l'automne. Je rappelle que Je cours Québec a un grand besoin de bénévoles, même si on entend que les bénévoles reviennent année après année parce que vous les traitez très bien. Mais quand même, on mettra les liens là, pour ceux qui voudraient s'impliquer dans la course sans être des coureurs, mais pouvoir faire partie justement de ce grand balai-là puis de donner un coup de pouce. Sinon, Marianne, est-ce que tu as quelque chose à nous plugger aujourd'hui? J'invite tout le monde à venir vivre et découvrir nos courses, la série de courses Je cours Québec. Toutes les infos sont sur jecourquebec.com. On a également une page web et un compte Instagram où est-ce qu'on transmet plein d'infos, pas juste relatifs à nos courses, mais juste à la course à pied en général. Fait que vous pouvez nous suivre aussi sur nos médias sociaux. Super. J'imagine qu'on trouve tout ça sur jecourquebec.com. Jecourquebec.com, oui. Je me suis souvenu de l'adresse. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.